Alors, on a reçu beaucoup de questions, notamment de femmes. Est-ce que les fuites urinaires, c'est majoritairement un problème qu'on va retrouver quand on est une femme? C'est sûr que c'est très fréquent chez les femmes, mais figurez-vous que c'est un vrai problème chez les hommes aussi. Alors familièrement, on dit souvent que les femmes sont des pisseuses, mais je vous le dis aujourd'hui, les hommes le sont aussi. Il y a vraiment beaucoup de problèmes de vessie, de prostate, d'incontinence urinaire chez les hommes, presque à proportion équivalente. Ah, donc finalement, c'est quand même... voilà, les hommes sont aussi concernés, mais à partir de quel âge on peut commencer à être concerné par des problèmes de fuite urinaire? Parce qu'on a cette première question. J'ai parfois des fuites, mais est-ce que je ne suis pas trop jeune pour être incontinente? C'est Aline et elle n'a que 42 ans. Alors, malheureusement, les fuites urinaires, ça concerne tout le monde. Les enfants, les femmes, avant l'adolescence, pendant l'adolescence, après la ménopause, et puis après, quand on est vraiment très vieille ou très vieux également. Aucune tranche d'âge de la population n'est épargnée. Alors les causes sont un petit peu différentes en fonction de Eh ben l'âge. justement, on va les voir. Mais pour ça, on va déjà comprendre comment fonctionne la vessie et comment est-ce qu'on fait pipi. L'urine est produite, vous le savez, au niveau des reins en dessous. Elle passe dans des tuyaux qu'on appelle des uretères. Elle arrive dans la vessie et ça envoie un message à votre cerveau. Ça vous dit que la vessie est en train de se dilater, qu'elle est pleine. Et votre cerveau, en retour, il va envoyer un message nerveux qui va vous dire « Tiens, il est temps d'aller aux toilettes ». Vous allez donc libérer l'urine présente dans la vessie en relâchant notamment les sphincters. Ça, c'est quand tout marche en parfaite synchronisation. Qu'est-ce qui peut faire qu'on peut avoir une fuite urinaire? Alors, pour que ça fonctionne bien, en fait, on doit stocker les urines et vider les urines. Là, vous êtes tous en train de stocker les urines. On fait ça 99% de notre temps et puis le reste, on va vider les urines. Pour que ça fonctionne, il faut qu'il y ait des organes qui fonctionnent bien, donc la vessie, les conduits, donc l'urètre pour éliminer, le sphincter, c'est la vanne d'ouverture, tout ça doit être intègre. Et puis, il faut que l'ensemble soit coordonné. La vessie doit être coordonnée avec la vanne d'ouverture, et tout cela grâce au système nerveux. Et donc, quand il y a un dysfonctionnement de la vessie, des conduits, du système nerveux et des muscles, et bien là, on peut avoir des fuites urinaires. Et justement, qu'est-ce qu'on appelle des fuites urinaires? On a par exemple Léon Pierre, qui est un homme qui nous a posé une question, qui nous dit aller souvent aux toilettes. Est-ce que je suis en train de devenir incontinent? Qu'est-ce qui doit nous alerter sur le fait de dire ah bah non, là il y a un problème, ce n'est pas normal? Donc les fuites urinaires, c'est une perte involontaire d'urine, tout simplement. Donc quand on fait pipi au lit quand on est un enfant, c'est de l'urinurésie, c'est une forme d'incontinence urinaire. Quand on fait pipi parce qu'on est en train de faire du sport, quand on tousse, quand on éternue, quand on monte les escaliers, quand on se baisse pour aller ramasser des objets, c'est une forme d'incontinence urinaire. Et puis il y a une autre forme qu'on appelle la vessie hyperactive, c'est on a envie de faire pipi soudainement. C'est une envie irrépressible d'aller uriner. C'est quand on arrive à la maison, quand on a le Exactement. alors on n'en peut plus là. Alors, la vessie. Plus on a envie. Ah ouais, plus on arrête, plus on a envie. Et donc là, c'est également une forme d'incontinence urinaire, c'est ce qu'on appelle la vessie hyperactive. Donc vous avez dit perdre ne serait-ce que quelques gouttes d'urine en rigolant par exemple, ce n'est pas normal? Non, ce n'est pas normal. Il faut aller consulter parce que parfois, ça peut révéler des maladies graves. Bon, je vais prendre Ah, rendez-vous. ouais. Vous avez des non, symptômes énormes? Ben oui, franchement. Alors, moi, ce qui est très bizarre, j'avais l'impression que c'était quand les femmes ont eu des bébés, par exemple, un problème de périnée, peut-être. Moi, je n'ai pas d'enfant. Et subitement, j'ai 44 ans, il y a à peu près 2 ans, vraiment physiologiquement, ça a complètement changé. Quand je rigole trop, ça peut arriver d'avoir une petite gouttelette. Et j'ai parfois du mal, effectivement, à me retenir de faire... Enfin, quand je me retiens de faire pipi, parfois, pareil, j'ai des petites fuites, quoi. Donc je me dis, j'ai quand même que 44 ans, qu'est-ce qui s'est passé dans mon corps pour que ça arrive subitement comme ça? Nora, vous avez tout à fait raison, parce que quand on a eu des bébés, la façon dont s'est passé l'accouchement, tout ça, c'est des facteurs de risque d'incontinence urinaire à l'effort. Maintenant, comme je vous l'ai dit, on doit stocker les urines et on doit les éliminer. À partir du moment où il y a un déséquilibre dans le cycle mictionnel, entre le remplissage et la vidange, il peut y avoir des fuites urinaires. Et par exemple, je prends l'exemple concret des petites filles qui sont au collège, au lycée, qui n'osent pas aller aux toilettes parce que les toilettes sont sales. Et donc, qu'est-ce qu'elles font? Elles vont se retenir ou alors elles vont faire pipi debout. Là, la vessie n'est plus coordonnée avec le reste du sphincter. C'est peut-être parce que je me suis retenue beaucoup dans ma vie. Ça peut être Parce ça. que c'est un peu le cas. Oui, ça peut être ça. J'adore ces consultations gratuites. C'est merveilleux. Ok, donc ça peut être effectivement un élément de réponse, d'accord. Hier, j'ai Nadia qui m'avait écrit pour une question pour vous. Elle disait, depuis mon accouchement, il y a 1 semaine, j'ai très envie d'uriner, mais je n'y arrive pas sans une sonde. Est-ce que ça va durer ou est-ce que c'est temporaire? Est-ce qu'on peut profiter pour rappeler un peu ce qui se passe au niveau du périnée
et peut-être de l'accouchement et ce lien entre accouchement et fuite urinaire. On a une petite infographie au tableau. Est-ce que vous pouvez peut-être nous expliquer le périnée et pourquoi, qu'est-ce qui pourrait dysfonctionner, peut-être en cas justement d'un accouchement? Alors, le périnée, c'est quelque chose de très compliqué. C'est constitué de muscles, de ligaments, de tendons qui vont fonctionner ensemble. Notre repère, c'est le vagin. Après là, et en fait, il y a ce qu'il y a devant le vagin. L'organe important, c'est la vessie, l'urètre et le sphincter. Et puis, au milieu du vagin, il y a l'utérus, avec le col de l'utérus. Et en arrière du vagin, il y a le rectum. Tous ces organes vitaux, ils sont reliés par des muscles avec des ligaments, des tendons, l'innervation. Et quand on a un dysfonctionnement d'un de ces organes, des ligaments, des muscles qui sont un peu faibles, eh bien, on peut avoir des fuites urinaires. C'est ce qui peut expliquer peut-être que Nadia, après son accouchement, ça a été mis à rude épreuve, en fait, ce périnée? Tout à fait. Donc, quand on a un accouchement difficile, quand il y a eu des manœuvres instrumentales, des forceps, l'épisiotomie, des enfants aussi, des gros bébés, quand c'est des accouchements par le siège, ça peut être très traumatisant pour le petit bassin. Et c'est vrai qu'on peut soit avoir des fuites urinaires, ou alors on n'arrive pas à faire pipi, on est en rétention urinaire, et on peut être bloqué pendant un certain temps. On a cette question de Vanessa. Est-ce que je peux parler de mes soucis d'incontinence à ma gynéco plutôt qu'à mon médecin traitant? À qui on en parle quand on pense souffrir d'incontinence urinaire? Alors déjà, c'est une bonne chose d'en parler parce que c'est tellement tabou, mais j'encourage déjà les professionnels de santé à poser la question aux patients parce que c'est pas quelque chose que l'on discute avec sa coiffeuse autour d'un verre. Voilà. Donc déjà, il faut en parler. Et puis, on peut en parler un peu à tout le monde. Donc si vous en parlez au médecin généraliste, il pourra déjà peut-être prescrire un peu de rééducation. Et puis quand ça devient un petit peu compliqué ou s'il y a un contexte particulier, on va l'orienter vers l'urologue, qui est le spécialiste quand même de l'appareil urinaire, et puis sinon le gynécologue pour certaines problématiques. Consulter, quoi qu'il arrive. On a cette question de Christelle. Je fais du running, j'ai 39 ans et il m'arrive d'avoir des fuites quand je cours depuis environ 2 mois. On nous pose cette question, est-ce qu'il y a un lien entre la course à pied et l'incontinence urinaire? Malheureusement, oui. Sachez que beaucoup d'athlètes, notamment des athlètes de haut niveau qui pratiquent de l'athlétisme, en fait, c'est des sports à impact sur le périnée, développent des fuites urinaires quand elles sont très jeunes. Et donc, c'est tout ce qui est impact qui va donner vraiment, qui va abîmer le périnée, tous ces muscles, ces organes qui peuvent créer des fuites urinaires. On voit beaucoup de jeunes, notamment se mettre à la musculation, pousser énormément à la salle de sport. Est-ce que le fait de pousser très fort, que ce soit des hommes ou des femmes, Benjamin, vous allez à la salle de sport? Oui, mais on en parlait juste avant. C'est que moi, dès que je me baisse ou que je fais des squats, il y a quelques gouttes, effectivement. Donc, j'ai un nouveau patient. Voilà, Vous en avez 2 là aujourd'hui. La pêche a été bonne là. Tic et tac là. Ok, donc musculation et même chez les hommes, du coup, il faut être vigilant? Tout à fait. Donc, on fait pas, en fait, il ne faut pas contracter les abdominaux comme ça sans avoir verrouillé son périnée. Malheureusement, c'est quelque chose qu'on n'apprend pas. Attendez, comment on verrouille Verrouillons ensemble nos périnées. Verrouillons ensemble le périnée. Comment est-ce qu'on verrouille le périnée? Ça, c'est un peu le boulot du kinésithérapeute ou de la sage-femme, parce que c'est un vrai métier en soi. Donc, il y a des techniques, soit de projection, soit de contraction spéciale. On imagine la fleur qui s'ouvre et qui se ferme, c'est ça là? Exactement. Ou la vague. La petite vague qui monte et qui descend. Exactement, c'est des techniques de rééducation manuelle qui sont extrêmement efficaces. Et puis, quand on va chez le kiné ou la sage-femme, ça permet de prendre conscience de son périnée, de savoir comment ça fonctionne et d'être plus vigilant dans ses activités de la vie quotidienne. Vous parlez de sage-femme, on nous pose cette question à propos de la rééducation. Est-ce que la rééducation permet de résoudre le problème ou est-ce que ces légères fuites dont elle parle, Sophie, c'est irréversible? La rééducation, ça résout la majorité des problèmes. Donc c'est extrêmement important de la faire, de la recommander, de la prescrire, de l'encourager. Maintenant, il faut être motivé pour la faire, donc il faut la faire régulièrement. Il faut trouver un kiné qui est spécialiste quand même dans le périnée, ce qui ne court pas dans les rues. Et puis ensuite, ça s'entretient. Donc une fois qu'on a bien compris les techniques, eh bien, il faut continuer à la maison à faire les exercices 5 minutes par jour. Lorsque les fuites persistent malgré la rééducation et les médicaments, eh bien on peut proposer une chirurgie. Et face au risque d'effets secondaires liés à ce qu'on appelle des bandelettes qui vont être posées sous l'urètre, il existe des alternatives, notamment l'injection de ce qu'on appelle un produit de comblement. Les explications de Géraldine Zamanski, Adèle Lecanu, Julie Legros. Aujourd'hui, ce chirurgien va opérer une patiente qui souffre de légères pertes urinaires en cas d'effort. C'est une dame de 75 ans, donc le sphincter est un peu plus faible avec l'âge. Et du coup, le sphincter laisse passer l'urine. Et donc on s'est orienté vers ce traitement qui consiste à injecter dans l'urètre un gel non résorbable pour renforcer un peu
Le sphincter, en fait, ça permet de diminuer les fuites, voire les faire disparaître complètement. Cette injection va être réalisée sous le contrôle d'une fine caméra qui sera glissée dans l'urètre. On a une gaine dans laquelle est la caméra. Et puis, dans la gaine, il y a une petite zone d'accès qui permet de passer une aiguille. Et donc, la caméra voit au niveau du bout de la gaine l'aiguille pour aller injecter à l'endroit qu'on souhaite. L'intervention est réalisée sous une anesthésie locale qui ne supprime pas toutes les sensations de la patiente. On y va, madame. Si ça ne va pas, bien sûr, vous nous prévenez. Donc, on rentre dans l'urètre, on voit bien l'urètre. Et là, on arrive au niveau du col de la vessie. Ok, donc on rentre l'aiguille dans le canal opérateur. Voilà. Donc on voit bien l'aiguille qui est sortie. Donc ensuite, on va se positionner de sorte qu'on injecte au bon endroit. Donc on recule et on va piquer dans l'urètre. À peu près 1,5 cm, 2 cm sous le col. Parce que le sphincter, il est un petit peu en dessous du col. J'injecte le produit, madame. D'accord, ne bougez pas. Ça fait gonfler les tissus autour de l'urètre. Ça va, madame, je vous fais pas trop mal? Non, ça va. Parfait. Le gel, ici en bleu, est injecté de l'intérieur tout autour de l'urètre, au niveau du sphincter, qui aura ainsi moins d'efforts à faire pour bloquer les urines en se refermant. Le gel, donc c'est essentiellement de l'eau à 95%. Mais en plus, il y a un polyacrylamide donc qui rend l'eau gélifiée et relativement épaisse et solide. C'est un gel qui n'entraîne pas de réaction inflammatoire locale, donc qui ne donne pas de douleur ou d'infection, qui ne se déplace pas, qui reste bien en place. Le chirurgien répartit ce gel très progressivement en 5 fois et une vingtaine de minutes. Je réinjecte une dernière fois, madame. On veut que ça soit efficace, que vous soyez sans aucune fuite après. On injecte en tout à peu près 2 ml de produit, de gel. Et puis on voit bien que ça fait une boule qui occlue l'urètre. Hop là, voilà, et c'est fini. La patiente pourra rentrer chez elle dans quelques heures dès qu'elle aura uriné sans problème, avec ensuite les résultats immédiats, comme pour cette femme traitée depuis 1 mois. Bonjour madame, comment allez-vous? Je vais très bien, vraiment très bien. Et dès le surlendemain de l'opération, ça a été impeccable. Et donc les fuites, pour vous, elles ont disparu tout de suite? Pratiquement, oui. Je me sens plus en sécurité. Vous savez, c'est très contraignant de se sentir mouillé. Comme j'ai pas envie d'avoir une vie uniquement au coin du feu, je suis très contente. Je retrouve les réflexes normaux de quelqu'un qui a 20 ans de moins. Une satisfaction renforcée par le fait d'avoir évité l'intervention chirurgicale qui consiste à placer une bandelette sous l'urètre pour le renforcer, avec bien plus de risques de complications. Et c'est vrai que le traitement qu'on a fait pour vous, c'est le traitement le plus léger. Mais il est bien adapté pour des patientes comme vous qui d'abord sont âgées et qui n'ont pas envie d'un traitement lourd ou avec un risque de complications important. Mais avec ce traitement, les fuites peuvent réapparaître au bout de quelques années. Il est alors possible de refaire une injection. Alors, il y a ces petites injections, il y a les chirurgies, on va dire, un peu plus lourdes. Et puis, il y a les solutions peut-être non invasives. Et on a cette question de Nat qui nous pose la question du PCR. Et elle nous demande si c'est une bonne solution contre les fuites urinaires. Est-ce qu'on peut rappeler ce que c'est qu'un PCR? Vous êtes venu avec votre petite mallette. Oui, c'est ma La mallette mallette de consultation. Alors, le PCR, donc, c'est des dispositifs intravaginaux en silicone médical. Donc là, vous avez une forme qui est comme ça, avec un anneau et puis un petit renfort de l'urètre. Vous avez aussi des formes comme ça. C'est le même PCR que pour les descentes d'organes? C'est exactement ça. Il y a même des petits cubes. Donc, ils ont été inventés pour remonter les organes, donc dans le cadre de la descente d'organes. Mais en fait, on peut totalement les utiliser pour les incontinences urinaires à l'effort parce que introduit dans le vagin, ça crée un soutien de l'urètre, donc un soutien du périnée, et donc ça peut stopper complètement les fuites urinaires. Donc, c'est des solutions à totalement envisagé, suggéré aux On peut patients. les garder toute la journée, Alors, ça dépend du type de PCR. Celui-là, il faudra l'enlever tous les jours parce que sinon, les sécrétions vaginales se bloquent dedans et c'est pas très sympa. Et puis sinon, vous avez des PCR comme ça qui peuvent rester dans le vagin pendant 2 mois. Et puis, soit la patiente est capable de le retirer, c'est facile à mettre, à le retirer, et puis elle le lave au savon, et puis elle le fait sécher, elle le remet. Soit elle n'en est pas capable, et puis il y a des consultations spécialisées où on remplace les PCR des femmes. On a Claudie qui nous pose cette question en disant « J'ai des fuites urinaires à cause d'un prolapsus, c'est-à-dire d'une descente d'organes important. Quelle est la solution ?» Est-ce que ça peut être une des solutions où il faut opérer quand le prolapsus donne de l'incontinence? Il faut toujours envisager tout ce qui est rééducation
et solutions non chirurgicales d'abord. Maintenant, elles ne sont pas adaptées à tout le monde. Un PCR, si vous avez un vagin qui n'est pas adapté, si ça gêne, on ne va pas l'utiliser. Et donc là, on peut envisager la chirurgie en cas d'échec, on va dire, des traitements conservateurs. Avant la chirurgie, est-ce qu'il y a d'autres solutions? On a Dom qui nous pose cette question à propos des solutions naturelles pour lutter contre les fuites urinaires. Est-ce que dans le quotidien, il y a des choses qui favorisent la fuite urinaire et qu'on peut peut-être essayer de corriger? Tout à fait. En cas de vessie hyperactive, donc les fuites sur les envies pressantes, les premières boissons à éviter, c'est le thé et le café. C'est les super excitants de la vessie, donc ceux qui boivent 6 tasses par jour. Ne vous étonnez pas d'avoir une vessie hyperactive. Il y a aussi la consommation excessive de boissons gazeuses, de soda. Ça, c'est totalement non conseillé en cas de vessie hyperactive. Donc voilà, là, c'est des petites règles hygiéno-diététiques. Et puis ensuite, pour les fuites urinaires à l'effort, le surcharge pondérale, le surpoids, l'obésité, c'est un gros facteur de risque d'incontinence. Et les études ont montré que quand on réduisait le poids, soit par des régimes adaptés, soit par de la chirurgie, eh bien, les fuites urinaires pouvaient totalement disparaître. Est-ce que la constipation, le fait de tousser en permanence, si ça appuie, est-ce que ça augmente le risque d'incontinence? Oui. Tout ce qui est hyperpression abdominale au quotidien chronique, ceux qui sont allergiques, asthmatiques, BPCO, on parlait du tabac tout à l'heure, ce sont des facteurs de risque d'incontinence urinaire à l'effort. Alors, il y a une question qui m'intéresse, parce que c'est vrai qu'on demande aux hommes de faire pipi assis et d'éviter de faire debout pour ne pas en mettre partout sur la cuvette. Et on nous pose cette question, est-ce qu'un homme doit uriner assis pour mieux vider sa vessie? Non, les hommes sont faits pour uriner debout. De toute façon, maintenant, s'ils urinent assis, il n'y a pas vraiment de souci. Alors que chez la femme, elles sont faites pour faire pipi assises parce qu'on va contracter la vessie et relâcher le périnée. Mais quand on se met debout, on ne relâche pas son périnée. Donc on a le droit de faire pipi debout, vous avez compris ce message, mais il ne faut pas en mettre partout au niveau de la cuvette. Avec toutes ces solutions, on peut vraiment, en fait, l'idée c'est qu'on a toujours une solution à proposer en cas de fuite urinaire. Il ne faut pas rester avec du pipi dans la culotte ou qui coule tout simplement. Non, quand on consulte pour un problème de fuite urinaire, en tant que spécialiste, on peut soulager 90% des patients, bien entendu. Et puis, donc, il faut vraiment savoir que ce n'est pas une fatalité. Ce n'est pas parce qu'on est vieux qu'on va mourir avec des fuites urinaires, vieillir avec des fuites urinaires. Non. Et puis surtout, les fuites urinaires peuvent révéler des maladies graves, urologiques ou neurologiques. Donc, il faut vraiment consulter. Il faut consulter. Donc, c'est le maître mot de cette émission. Merci d'avoir répondu à toutes nos questions.